Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Cédric Littardi, mais également de Sébastien et de Manu, et nous allons faire un peu le portrait d'un entrepreneur geek qui a créé énormément de choses. On va en faire un petit peu la liste et on va s'intéresser également à son actu. Bienvenue dans Extra Life. Alors Cédric, pour résumer, donc 91 tu as créé Animeland, 94 tu as créé Kazé, 2012 le dernier bar avant la fin du monde, un bar parisien avec une qu'on connaît bien à No Life puisqu'on a des émissions qui sont tournées là-bas. 2013 Inis Interactive, donc tu as travaillé sur des jeux comme les Sérieux Cité d'Or, sur Strike Suit Zero également, donc qui a une actu d'ailleurs puisqu'il sort là courant avril sur PS4 et Xbox One, on aura l'occasion d'en reparler pendant cette émission. Tu es membre du conseil d'administration depuis peu sur un créateur de jeux de société de jeux de plateau qui s'appelle Don't Panic Games, et tu es très intéressé par le financement participatif, et tout récemment, tu as annoncé la création d'un nouveau label d'animation qui s'appelle Atanimé, et qui va justement éditer des séries animées qu'on adore ici à No Life, en particulier Kill la Kill. Et voilà, ça c'est absolument magnifique. On a eu l'occasion de pas mal en discuter et de le voir. Et donc ça c'est nickel. Est-ce que tu peux déjà, est-ce qu'il manque une date particulière qui te tient à cœur ou pas du tout? Alors non, mais en revanche, est-ce que tu peux reprendre en rajoutant 5 ans à tout? Parce que j'ai l'air vachement plus vieux là. J'ai l'air vachement vieux. Non, alors que si tu pouvais rajouter 5 ans, j'aurais l'air un tout petit peu plus jeune. Ouais, je comprends. C'est pas possible. Ah putain. Non, trop pas. Non, il faut voir que Cédric a effectivement fait beaucoup de choses dans sa vie, dans des domaines qu'on connaît bien à No Life. Dans l'animation japonaise, dans le manga, dans le jeu vidéo, le jeu de plateau, le geekisme de manière générale. Pourquoi tu t'es intéressé à ces univers-là en particulier? Tu as décidé d'en faire une carrière. Ça s'est passé comment au tout début? C'était complètement crétin, c'était bien. Alors j'ai décidé d'avancer et puis une fois que j'ai commencé à avancer, j'ai continué à avancer. C'est logique. C'est logique. Non mais tu as attaqué par tu l'as dit, en fait, tu l'as dit, je suis un entrepreneur geek. D'accord. Alors je peux pas vous expliquer pourquoi je suis un entrepreneur. C'est au-delà de mes forces. Ce que je peux vous dire, d'ailleurs, je n'ai même pas, maintenant j'ai conscience, mais je n'en ai conscience que depuis récemment d'être fondamentalement un entrepreneur. D'accord. Mais je pense que une des définitions possibles, c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui tire les choses et qui les fait advenir. Et en fait, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai vu des choses qui m'intéressaient. Je me suis dit, il faut que ces choses, il faut qu'elles aboutissent, il faut pouvoir les faire partager, etc. Donc, je les ai pris, et puis, à chaque fois, je les tire. Donc, quand, à 16 ans, je participe à la création d'Animeland, j'ai 16 ans. Je sais pas ce que c'est qu'une entreprise, je sais pas ce que c'est que la presse, je sais rien. D'accord? Mais je sais que, en revanche, l'animation japonaise, il y a plein de trucs auxquels on n'a pas accès, parce qu'on n'a pas Internet, parce que, comme vous avez vu dans les dates, je suis vieux. Et c'est bon. Hein? Ah ouais, mais je suis pas le seul ici. J'ai des noms, je peux balancer, hein. Attention. Donc l'animation japonaise, j'ai eu la chance de voyager en Asie, de découvrir des choses, de me dire mais attendez, c'est pas possible quoi. On voit des trucs, c'est bien à la télé, mais là il y a des trucs vachement mieux, et d'essayer de faire avancer. Donc je rencontre des gens, ouais, Animeland, on va parler à tout le monde de ça, super, on en avance. Et puis derrière, ouais mais c'est super, on parle de super trucs dans Animeland, mais c'est quand même super dur de se les procurer. Donc les gens apparaissent dégoûtés, pour l'on parle de trucs super qu'ils peuvent pas voir, ils font quoi? Je dis ils achètent un lecteur de laserdisc, mais c'est quand même assez cher à l'époque. En japonais et tout, donc là tu dis c'est simple, il faut trouver un moyen de les ramener et de les traduire. Voilà, et c'est comme ça que Kazé est né. Okay. Et en fait c'est un peu comme ça que j'ai tout fait. D'accord? Donc maintenant, aujourd'hui, avec mon âge avancé et ancien, que je suis en train de me dire mais t'es complètement malade. Sachant ce que tu sais maintenant sur une société, t'as fait des trucs, etc. Mais jamais il fallait faire ça, t'es fou. Alors moi tu continues en plus, c'est ça le pire. Alors, après il y a les multirécidivistes. Je voudrais juste témoigner un petit peu du côté caché de faire ce genre de choses à l'époque. Ce qu'il faut voir, c'est quand Animeland s'est créé, c'était dans des locaux un petit peu familiaux, petite chambre de bonne au 7e étage. Les pieds dans le paf. Après la chambre de bonne, oui. Voilà. Ensuite, la création de Kazé, l'édition de première cassette VHS d'animation en France, sous-titrée. Les cassettes VHS, c'est des gros trucs en plastique qui ne rentrent pas dans les lecteurs CD. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Donc, moi j'ai vu, j'y étais à cette époque dans Animeland, je voyais effectivement Cédric qui venait bosser le week-end avec les cartons de cassettes, les choses à envoyer. Après, qui essayait de placer des cassettes dans des magasins, des distributeurs qui se faisaient pas toujours payer.
c'est ça, stock. c'est classique, c'est constant. Ouais, mais je voyais aussi Cédric qui essayait de parler effectivement de ses passions, de l'animation à des journalistes grand public qui ne comprenaient pas forcément bien les choses à l'époque. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais je veux dire, les gens se rendent pas compte du travail de fond qui était fait, se rendent pas forcément compte du travail de fond qui était fait à l'époque. Et il y a eu beaucoup de travail. Et après, bon, il y a eu tout un tas d'éditeurs de dessins animés qui se sont lancés en France, des gens qui perdurent aujourd'hui, mais il faut voir que le marché d'animation japonaise a subi de plein fouet le piratage sur Internet, a subi la mort du DVD, le Blu-ray qui n'est pas fondamentalement un successeur, des mutations assez difficiles. Et aujourd'hui, donc Cédric, tu crées un nouveau label d'édition d'animé physique. C'est bien ça en fait. C'est que physique, c'est Blu-ray DVD, il n'y aura pas de... Non, attendez. Notre travail, d'accord, le travail d'éditeur, c'est de prendre quelque chose, un programme, d'accord, et de faire en sorte qu'il soit le mieux exploité possible pour, que le plus de personnes puissent le découvrir, parce que, à partir du si on prend un programme, la plupart du temps, c'est qu'il est bien, ou des fois, on l'aime pas, mais on pense qu'il y a des gens qui le trouvent bien, donc il faut pas être sectaire non plus, personne n'a la vérité, personne n'a le programme que tout le monde aime, sauf Kill la Kill, que tout le monde doit aimer, c'est très important. Donc le travail, c'est beaucoup plus que ça, c'est faire en sorte de faire venir quelque chose et de le diffuser au plus grand nombre, d'accord ? Et pour le diffuser au plus grand nombre, il faut l'exploiter sur beaucoup de médias, d'accord ? Donc moi, mon travail d'éditeur, c'est de prendre un programme depuis le départ et de m'assurer qu'il soit bien exploité sur Internet, bien exploité en DVD, bien exploité au cinéma, bien exploité, qu'il ait toutes ses chances, qu'il soit vu à la télé sur une chaîne télévisée, et de faire mon mieux pour que ça arrive, et que tout soit coordonné, et qu'il y ait une bonne promotion du programme, etc. D'accord ? Donc oui, il y a une mutation profonde de l'industrie, auquel j'ai participé, et sur laquelle j'ai toujours été un peu pionnier, parce que, vous l'avez vu, quoi, je vais de l'avant, donc la VOD, c'est toujours quelque chose que je me suis battu pour obtenir au Japon, pour aller de l'avant, pour créer des labels de VOD, etc., parce que je pense que c'est fondamentalement bon pour les gens. De toute façon, si on fait toujours la même chose, on s'emmerde. D'accord, fondamentalement. Donc il faut. Je crois que là on touche à quelque chose. Il faut. Non, n'y voit rien du tout. Donc aujourd'hui, c'est pareil, quoi. C'est pas parce que les gens ils regardent les publics de No Life, il va sur Internet voir la vidéo de Kill la Kill que plein de gens qui vivent dans ce pays vont aller sur Internet pour aller voir la vidéo de Kill la Kill. D'accord ? Il y en a qui vont attendre le DVD. Il y en a qui le verront jamais si ça passe pas à la télé sur une chaîne qu'ils regardent. Il y en a, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour une série télé, mais pour un film, le cinéma, c'est fondamental. Les lettres de noblesse de l'animation japonaise qu'on a réussi à acquérir, notamment grâce à Kazé depuis 2005, c'est grâce aux sorties en salle. Car c'est les sorties en salle qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'expliquer aux gens que, ouais, c'est monstrueux, parce que c'est là où les journalistes, grand public, à qui j'expliquais des trucs dans une chambre de bonne au 6e étage et qui comprenaient rien, et ben là, je sais pas s'ils comprennent mieux, mais en tout cas c'est le cinéma, donc ils ont plus l'opportunité d'en parler mieux. Voilà. Et ça c'est fondamental. Faire en sorte que typiquement un truc ça arrive rapidement, que ce soit pas, et notamment mon autre responsabilité, d'accord, c'est moi j'aime l'animation japonaise, hein. J'espère que je sais pas un scoop pour qui que ce soit. J'aime toute l'animation, j'aime particulièrement l'animation japonaise. L'animation japonaise est en crise, d'accord, pour plusieurs raisons. Une d'entre elles étant le piratage, ça c'est une raison massive de la crise à l'international. Mais les productions chutent, les animateurs sont mal payés, il y en a de moins en moins. C'est de plus en plus difficile, c'est potentiellement moins qualitatif. Enfin, il y a une crise profonde de l'animation japonaise. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'argent qui vienne pour qu'il y ait des séries comme Kill la Kill qui continuent à voir le jour. D'accord ? Et de protéger leurs droits. Et oui, alors je trouve que c'est des créatifs, c'est un peu difficile de. Mais bon, ça marche bien au Japon, mais. Enfin, je sais pas, on ne sait pas quoi l'avenir est fait, mais je suis pas sûr qu'ils fassent une saison 2. En revanche, un dernier épisode, il y en aura un. Il y aura un petit je l'ai pas encore vu, donc c'est pas la peine d'essayer de me soutirer quoi que ce soit. Il n'y a pas disponible en France. Mais il sera dans le deuxième coffret DVD. Ça va faire même plaisir. Il n'a pas été annoncé.
parce qu'il n'était pas annoncé au Japon, on ne pouvait pas l'annoncer. D'accord. Maintenant, il vient d'être annoncé au Japon, donc tout le monde sait maintenant, sur le tout le monde net. sait qu'il y a un épisode. Il y a un épisode. Bien évidemment, je peux pas faire en sorte qu'on n'ait pas le dernier épisode. Mais attention, c'est pas si simple. Des fois, au Japon, ils sont capables de dire, ils l'ont pas dit pour Kill la Kill. Oui, mais ce dernier épisode, on veut le garder parce qu'on veut pas qu'il soit international, parce qu'on a peur qu'il soit piraté, etc. Parce qu'ils sont aussi échaudés. D'accord. Le marché japonais tient sur, l'animation japonaise de séries comme ça. Aujourd'hui, est produite grâce au fait qu'au Japon, ils vendent des DVD et ils les vendent très cher. Ok. Et que nous, ces DVD ici, on peut pas les vendre aussi cher. Parce que les gens ont tellement nivelé le marché que les gens ils trouvent ça normal d'avoir un coffret avec 26 épisodes à 30 €. Bah, c'est pas normal. Ça ramène pas d'argent au Japon, un coffret de DVD à 30 €. Très peu. D'accord. 30 €, Et 30 €, c'est moins que le prix de 2 épisodes au Japon. Donc ils ont qu'une peur, d'accord, c'est que les coffrets d'ici soient exportés au Japon. Ce qui serait vraiment la mort de l'industrie pour eux. Donc aujourd'hui, à cause de ça, il y a des délais où on ne peut pas sortir les produits, etc., justement, par peur, etc. Alors, ils ont bien compris qu'il fallait aller sur Internet tout de suite, etc. En revanche, en contrepartie, on a perdu de la flexibilité sur les temps de sortie de DVD et de choses comme ça, et potentiellement de télé, et voilà. Donc, c'est une balance, d'accord ? Donc dire... Je veux juste en fait réexpliquer, les DVD d'animation au Japon sont vendus extrêmement chers, vraiment extrêmement chers, et sont achetés par très peu de monde, des fans vraiment hardcore, mais comme ils sont vendus tellement cher, ce peu de monde suffit à faire un financement vraiment important dans la partie de la production du dessin animé. C'est fou, mais ça repose vraiment là-dessus et sur l'engagement des fans, en fait. Ils ont aussi justement des pures éditions collector là-bas. Est-ce que c'est une démarche que vous allez aussi Pas à vous? toujours le cas. Pas toujours le cas, ouais. J'ai vu ta gourée de la Diane là, c'était juste magnifique. Ça, moi, ça m'a énervé parce que j'avais un truc tout pourri à côté. C'est pas la majorité, malheureusement. Ouais, non. Ok. Est-ce que tu auras cette démarche-là pour la France, de sortir des éditions un petit peu travaillées, pas obligatoirement avec des figurines Sans vouloir trahir un secret, il y a un projet en cours sur le produit dont tu viens de parler. Très bien. Il n'y a pas que Kill la Kill, il y a également L'Attaque des Titans, qui est aussi une série que moi j'adore personnellement. Est-ce que la création de Hâte Animé est liée en particulier à certains de ces dessins animés, ou à un dessin animé en particulier, ou il y avait autre chose encore, une autre dimension, ou c'est vraiment le contenu qui dit ces séries-là, je veux les pousser, donc je crée un nouveau label? C'est tout à fait ça. un tout. C'est un tout. Ouais. C'est un tout. Oh putain, il y a des belles séries. Ouais. Et je trouve qu'il y a quand même des trucs qui manquent. Je pensais que les choses étaient claires, mais il y a quand même des gens qui manquent dans la boucle. Et Cédric, ça fait depuis des années que tu travailles avec nous. En fait, on a confiance en toi, donc est-ce que tu pourrais faire des séries importantes pour nous? Enfin, tu vois, en fait, réellement, j'étais parti pour partir. J'étais parti, honnêtement. Et puis, en fait, non, l'histoire en a décidé pour autrement. arrêter l'animation japonaise, quoi, faire. Non, pas arrêter l'animation japonaise, mais je pensais qu'en laissant Kazé et en laissant le label entre des mains, voilà, ça pérenniserait. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui se passe. Je trouve que puis il y a des histoires de politique, et puis il y a des histoires de Japon, et puis etc. Et puis moi, j'ai travaillé pendant 20 ans avec le Japon. Il y a des gens que j'apprécie énormément. J'espère que c'est réciproque, et j'ai toujours envie de continuer à travailler avec eux. Et voilà quoi. Il y a une question de relation humaine qui est fondamentale avec le Japon. Hein. Je vous apprends pas, c'est un pays asiatique. C'était quand ton premier voyage au Japon? Je sais pas. On va le prendre, on va rajouter 5 ans. Il faut que j'aie l'air moins jeune, mais je sais pas. Moi, Tu te rappelles de ça? Non, je me rappelle. Non? 20. Premier voyage au Japon? 25 je sais pas. C'était hier. Je sais pas. Oui, c'était J'étais la semaine dernière. Donc moi j'ai une petite question. Donc Hâte Animé qui se lance en label d'édition, et c'est des séries qu'on a l'habitude de voir traitées en France par label Wakanim, label bien connu de distribution en ligne. Comment ça se passe? Vous êtes des entités complètement différentes, ou est-ce qu'il y a des liens? Vous êtes en concurrence? Alors il y a, c'est incroyable, c'est le truc qui fait courir le plus de rumeurs depuis longtemps. Non, mais même au Japon, il y a des gens qui me demandent. Donc, je pense que c'est une question toute bête de positionnement, d'accord. On arrive comme un label animé, d'accord. Il faut que nous ayons une diffusion simultanée, d'accord. Ok, et on va pas créer un portail de simultané. C'était pas le but. Ce que je vous ai dit, le but c'était de faire en sorte que les choses elles soient vues par un maximum de monde. Aujourd'hui, il y a assez de portails de simulcast. On va pas aller emmerder tout le monde en faisant un portail supplémentaire. Donc, il se trouve que dans les gens présents, Wakanim sont les indés.
Les jeunes, les indépendants, ils ont besoin de soutien en plus parce qu'ils sont là depuis moins longtemps, etc. Donc à partir du moment où on arrive avec un label et on a des indés qui fonctionnent bien, c'est une alliance presque naturelle. La logique veut que, voilà. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu le faire avec Kazé, je n'aurais pas pu le faire forcément avec quelqu'un d'autre, et puis il n'y a pas vraiment de système qui marche bien. Wakanim, ils ont le portail, ils font du bon travail. Il n'y a pas de raison d'aller faire le travail des gens qui font du bon travail, en fait. Moi, j'ai pas assez de temps pour ça. Donc, s'il y a des gens qui font du bon travail, on le laisse faire. Et là où j'estime que il n'y a pas forcément un travail parfait qui est fait, ou même, c'est même pas qu'une question de qualité de travail, c'est une question de trop de quantité, de trop de choses à gérer, voilà. C'est là où il faut intervenir. Donc j'estime que je suis pas programmeur de site internet de VOD, c'est pas forcément mon boulot, s'il y a quelqu'un qui le fait bien, il faut le laisser faire. D'où le partenariat qui s'est noué avec Wakanim. Ça, et puis d'autres raisons, mais fondamentalement, l'ergonomie du système fait que c'est pratiquement une chose naturelle dans le déroulement, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche pour aller chercher des œuvres animées au Japon? Donc Kill la Kill, l'Attaque des Titans, ça a eu un certain aura en Europe, partout à travers le monde. Donc ça, c'est pas un souci, mais comment est-ce que tu vas chercher un petit peu des choses qui sont moins connues? Alors, le problème, en fait, mon travail d'éditeur a profondément changé ces dernières années. Avant, le Japon faisait un animé, le diffusait, et après se préoccupait de sa diffusion internationale. Ok, donc dire voilà, très bien, je te regarde et je sais ce que ça vaut. Aujourd'hui, il y a une diffusion simultanée. Ça veut dire qu'il faut qu'on se positionne sur un animé avant de pouvoir voir quoi que ce soit. Enfin, sur un dossier, quoi. D'accord. Alors, je vous le dis honnêtement, c'est super dur. D'accord. Et on se plante une fois sur deux, parce que c'est pas forcément la série qui a le meilleur dossier de présentation marketing qui va être la meilleure au final. D'ailleurs, je pense pas que beaucoup de gens pensaient que Kill la Kill ça allait être aussi bien avant. Tu vois, franchement, ils ont changé un petit peu de cap pendant la production de la série aussi. Au début, ils voulaient faire un truc relativement simple, et puis ils l'ont dit eux-mêmes. Voilà, on a décidé de faire les fous, c'est parti. Oui, mais c'était évident qu'ils allaient faire les fous. Une série où l'enjeu de la série il change pratiquement à chaque épisode. c'est quand même énorme, quoi. C'est genre, mais ah ouais, oula, j'en suis où? Ah ouais, ça aussi maintenant. Non, mais c'est de la folie Kill la Kill. Donc, mais c'est un peu les gens qui sont partis dans cette direction. Enfin, c'était un peu prévisible que ces gens partiraient dans cette direction-là, quoi. On les a laissés faire. Donc, je vais pas dire que du bien de Kill la Kill, mais c'est vrai que c'est un peu la série qui vient de finir. Oui, mais je peux pas parler que de Kill la Kill. Bref, donc il y a une grande partie de chance dans ce qu'on fait. Il y a une partie d'expérience, il y a une partie de goût, il y a une partie de chance aujourd'hui. Et c'est très difficile de. Il faut connaître les gens, mais il y a des gens qui m'ont dit ça va être super bien, et c'était pourri. Et eux, ils étaient dans le comité de production, ils pensaient que ça allait être super bien. Et ils se sont excusés. Enfin, tu vois, c'est même pas ouais, mais non, c'est pas pourri, non. Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un comité de production au Japon? Alors, le Japon a cette particularité d'arriver à produire des séries très vite. L'une des raisons qui permet de faire ça, il y en a de nombreuses, c'est qu'en fait, ils ont l'habitude de se partager le risque de production d'une série très très rapidement. Alors ça a un côté positif et un côté négatif. C'est-à-dire que dans un comité de production, en fait, on va voir des gens et on leur dit, voilà, vous investissez sur cette série. D'accord. Alors les gens, c'est qui? C'est l'éditeur éventuellement du manga, l'éditeur du DVD, peut-être la maison de disques qui va faire le disque avec la musique, la chaîne de télé qui va le diffuser, les figurines, le fabricant de jouets. Bandai est un des plus gros sponsors de séries. Voilà, des jeux vidéo peut-être. Des jeux vidéo, tout, ça peut être tout. Et chacun dit voilà, moi j'arrive, je m'étends et en contrepartie je prends ça. Je prends ça, c'est pas si simple. Il y a des. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire le jeu vidéo, la figurine. Exactement. Donc du coup, ils sont beaucoup. Donc du coup, c'est moins de risque pour tout le monde. Donc ça, c'est une des forces du système. Après, le côté un peu délicat et très spécifique, c'est que toutes les décisions concernant une série doivent être prises par le comité. Okay. Alors c'est là où c'est compliqué, parce que on a autour d'une table des gens qui sont potentiellement concurrents. Je peux très bien avoir je sais pas moi, Sony pour la musique et Universal pour la vidéo, qui sont par ailleurs concurrents, mais qui sont assis dans le même comité. Et puis, il y a des questions de relations de pouvoir, c'est-à-dire ceux qui financent plus sont censés avoir plus de pouvoir, ou machin, mais souvent l'éditeur, il représente l'auteur, donc c'est compliqué. Et puis, c'est des gens qui ont des préoccupations, des gens physiquement qui ont des préoccupations très différentes. Il y en a qui connaissent rien à l'international, par exemple.
Et on leur demande de prendre des décisions sur l'international alors que c'est extrêmement... voilà, donc ils raisonnent comme des Japonais, etc. Donc le comité est une grande force du Japon. Et puis en fait au Japon il n'y a pas tellement de contrats écrits, enfin il y en a, mais c'est beaucoup à l'oral, la coutume, etc. Donc ça leur permet d'avancer très vite. En contrepartie, ça veut aussi dire que dès qu'il y a un truc imprévu, il faut que tous ces gens se réunissent et prennent une décision. Et donc ça peut aussi beaucoup ralentir les processus, notamment à l'étranger, parce que tout le monde ne comprend pas le processus. Et ça, c'est ce qu'on appelle le comité de production. Donc des fois, dans les copyrights, vous verrez, il y a machin committee, parce que des fois, comme il y a beaucoup de sociétés... Série, en fait. Oui, c'est ça, c'est un comité de direction d'une série qui n'existe que pour gérer cette série. C'est un cercle éphémère en fait, qui après les gens vont... oui, mais sauf que 5 ans après, normalement, il peut toujours exister. C'est ça, mais le truc c'est que si quelqu'un à l'étranger dit « Ah, moi je voudrais bien faire telle chose », ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut retrouver les membres et leur demander à monsieur. Alors après, des fois ils le dissolvent et puis une personne est en charge, enfin ça les préoccupe moins, enfin il y a plein de choses. Mais... Parce que pour le coup, pour Kill la Kill, tu ne faisais pas partie du comité de ce comité justement. Alors, tu étais arrivé après. Les étrangers ne font jamais partie des comités. Il faut amener de l'argent en production. D'accord. Alors que nous, on amène en licence ou en édition. Et puis, de toute façon, très honnêtement, ce n'est pas une bonne idée de mettre un occidental dans un comité japonais. Même eux, ça va les déstabiliser. Il y a tellement de jeux, on va dire, de japonais, de politique, etc. C'est assez... Mais il y a des exemples, hein, mais c'est quand même... Et puis c'est pas... Enfin, de même que des fois, c'est difficile pour quelqu'un qui est purement dans une chaîne de télé locale et qui ne connaît pas l'international de prendre une décision concernant l'international. De même, moi, je me sens pas de prendre une décision sur la diffusion au Japon d'un programme. Quoi. Enfin, Et le comité, sa première idée, sa première chose d'importance, c'est vraiment le marché, le local. Enfin, il y a une diffusion. Ils produisent en temps réel un épisode par semaine pour diffusion quand même. C'est énorme. C'est-à-dire que là où en France, pour faire 26 épisodes, il nous faut 1 an et demi. D'accord. Il y a des gens qui produisent Senseiya Omega un épisode par semaine pendant 2 ans. Enfin, Alors après on dit. Sur la durée, hein. Mais oui. Oui, sur les séries fleuves, quand je parlais aux producteurs de Senseiya Omega. Quand ils ont renouvelé pour une deuxième saison, il m'a dit moi j'ai un problème, c'est que les gens qui travaillent pour moi ils me disent rends-nous notre vie quoi. Et faut les comprendre quoi. Vous vous rendez compte de ce que c'est de faire un épisode, c'est un travail de fou, un épisode par semaine. Donc même 26 épisodes, c'est colossal. On va changer un tout petit peu de thématique pour parler jeux vidéo, si vous êtes OK, parce qu'il y a une actu avec Tracksuit Zero. Donc tu as bossé un petit peu dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre? Donc on a critiqué dans 100% sur la version PC. Et donc là il sort oui, on a vraiment bien aimé en fait. Et d'un autre côté, il y avait des mécas dedans, donc en général, il y avait surtout le compositeur de musique de Homeworld qui est excellent. Et en fait, ce qui était amusant, c'est que Cédric, s'impliquant dans la production, il est allé chercher Kokia pour faire la chanson dans le jeu. Kokia, donc vous connaissez sur l'antenne de No Life. Voilà, c'est un mix de genres assez intéressant. Et ils ont super bien collaboré et ils sont super contents d'avoir travaillé tous les deux dessus. Donc et donc là, ça fait plaisir. Il sort sur PS4 et Xbox One. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur ces versions? Est-ce que tu les as vues tourner déjà? Est-ce que tu es impliqué? J'ai pas vu la version finale parce que j'ai pas eu le temps d'aller en Angleterre pour la voir parce que j'étais au Japon. Mais oui, je suis dans un comité de pilotage au moins, dans un comité. Voilà. Au moins, on va dire une fois par mois, je suis de près. Tracksuit Zero, c'est peut-être un des premiers projets que j'ai lancé quand je suis parti de Kazé. Parce qu'il y a des robots et des VK, etc. C'est un projet en partenariat avec un studio anglais qui est devenu Born Ready Games, qui sont des férus d'espace, de méca, etc. D'accord. Donc j'ai apporté un peu ma connaissance, beaucoup de choses en tant que producteur, même si j'étais pas sur le terrain chaque jour. Et le jeu a quand même pas mal marché. Même si c'est dur un jeu indé, parce que ça coûtait beaucoup plus cher que prévu, parce que forcément c'est difficile de tenir un budget. Et du coup, on s'est dit, voilà, maintenant on va faire une version console. Sauf que les consoles nouvelle génération, ça veut dire next génération, donc on a travaillé pendant 1 an à upgrader les assets, refaire des choses dont on n'était pas satisfait dans le scénario initial, du tutoriel, etc. Il y avait une courbe de montée en niveau, essayer de redimensionner les choses. Donc on a un rendu qui est vraiment bien. C'est-à-dire que le jeu sur PS4 et Xbox One est plus beau que sur PC? Ouais, il est beaucoup plus beau que sur PC. Le jeu sur PC a 1 an et demi en même temps. Donc, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y aura une mise à jour côté PC? Ouais, il y aura une mise à jour côté PC. Mais malheureusement, on peut pas tout faire en même temps.
Donc il y aura une mise à jour PC dans Quand les ça mois arrive, qui viennent. En très fait, la réponse que j'ai eue, c'est quand ça vient, c'est d'abord on sort la version console et on ne s'avance pas sur une date pour le PC, et après on finalise la version PC. Donc oui, c'est une version qui s'appelle le Director's Cut, qui est améliorée avec des rendus, des visuels améliorés, des rendus améliorés, etc. C'est assez sur Strike Suit Zero. D'abord, c'est un jeu indé. Tout ce qui est de plus indé, mais quand même haut de gamme au niveau du travail, de la qualité, etc., qui demande beaucoup de ressources. Et puis il n'y a pas beaucoup de jeux de combats spatiaux, hein, vous aurez noté. De nos jours, il n'y en a pas, donc Ça revient un peu. Doucement. voilà, ça revient un peu, notamment avec Strike Suit Zero. Depuis, ça a un peu marché, donc il y a des gens qui. Et en revanche, on est quand même un des premiers jeux indés qui va sortir sur Xbox. Et sur Xbox One, et ça c'était pas facile, parce que vous avez tous suivi la direction de Xbox qui a dit non, pas les indés, et puis après oui les indés, mais oui mais on n'est pas prêt et machin. Donc on a eu beaucoup de soutien de PlayStation, hein, mais aussi Xbox, on avait le challenge, et bon voilà, on est un premier jeu indépendant, donc ça sort là. Je l'ai pas fait en entier le jeu, hein. J'ai pas vu tourner la dernière version que j'ai vu tourner à plus d'un mois, donc je vais avoir des bonnes surprises parce qu'elles vont être bonnes. mais voilà, et je pense que c'est vraiment un jeu qui vaut la peine sur les consoles, quoi. Enfin, voir comment on a réussi à améliorer les textures, améliorer les modèles, améliorer la jouabilité, voilà. Et c'est aussi un jeu qui se joue sur l'Oculus Rift. Oui, il faudra qu'on essaye ça, je suis assez curieux. Ouais. Et l'Oculus Rift, c'est quand même amusant à voir. Très amusant. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir participé à cette émission. C'est vraiment très cool. Tu nous as donné plein de petites infos. Moi, j'ai une dernière question très rapide. Est-ce que l'Attaque des Titans aura une saison 2 ? Parce que je veux une saison 2. Et, alors, petite info. Personne à l'heure actuelle ne peut te confirmer officiellement qu'il y aura une saison 2. D'accord ? Néanmoins, étant donné le succès de la série au Japon, je pense que c'est un secret de Polichinelle qu'il y aura une saison 2. Cool. Mais tant qu'elle n'est pas confirmée, personne ne va le confirmer. Et surtout qu'il y a officiellement. le gros projet de film live qui essaye de ils vont développer autour- médiatiquement. Il y a un jeu vidéo aussi. Enfin, Ils vont attendre que le manga avance suffisamment pour faire une nouvelle série, et ensuite ils annonceront une nouvelle série. Je pense que tout le monde en est là. Ok. Voilà. Maintenant, personne ne peut le confirmer officiellement, pas moi, pas quelqu'un d'autre. Mais alors, est-ce que vraiment vous voulez qu'ils fassent des épisodes interstitiels avec voilà. Déjà les voir Donc- faire le ménage dans le manoir, ça suffisait. Donc je pense qu'il vaut mieux être patient et attendre pour avoir une super série comme la première, plutôt que d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Entièrement d'accord, pas de souci. Donc Merci beaucoup, merci à vous d'avoir participé à cette émission et on se retrouve très prochainement pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.